Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Donc, toujours dans la série des troubles hydroélectrolytiques, nous voilà dans la quatrième partie où on va essayer de voir les principales causes de déshydratation rencontrées en médecine vétérinaire, où on essayera de voir la relation entre les pathologies les plus fréquentes qui se caractérisent par une déshydratation et aussi on essaiera de voir le type de déshydratation correspondant. On va essayer de voir aujourd'hui la relation qui existe entre les déshydratations et leur étiologie. Donc les étiologies qui sont capables de provoquer des troubles hydroélectrolytiques, à savoir les déshydratations. Donc la déshydratation, comme on l'a vu, donc c'est un petit rappel. On va essayer de voir une sorte de carte conceptuelle qui résume un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois, et on va rajouter cette fois les étiologies. Donc la déshydratation. Donc, on a vu qu'il y avait une classification, donc sur le plan clinique. On avait parlé de déshydratation extracellulaire, de déshydratation intracellulaire et de déshydratation globale. D'accord? On avait dit que la déshydratation extracellulaire pouvait être soit isotonique, où on avait des pertes qui sont isotoniques et le milieu extracellulaire était resté toujours isotonique par rapport au milieu intracellulaire, et la déshydratation hypotonique, où il y avait des pertes qui étaient hypertoniques, où on avait une perte de sodium plus importante que l'eau, et là, le milieu extracellulaire était hypotonique par rapport au milieu intracellulaire. On essaiera de voir aujourd'hui donc les principales causes qui peuvent être accompagnées par une déshydratation de type extracellulaire isotonique. Alors, pour avoir des pertes isotoniques, les pertes peuvent être soit rénales, soit digestives, soit cutanées, soit sanguines. D'accord? Je répète, des pertes isotoniques rénales, digestives, cutanées et sanguines. Donc les pertes rénales, ce sont l'utilisation des diurétiques, comme des salés diurétiques, donc salés diurétiques. On peut éventuellement les retrouver aussi lors de l'insuffisance rénale chronique, lors des polyuries caractéristiques des levées d'obstacles lors de lithiase urinaire, et les guérisons de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer de voir par la suite chaque étiologie en détail et comment elle est capable d'entraîner des troubles de type déshydratation. Pour le digestif, donc, nous avons les vomissements, les diarrhées, les occlusions et les pancréatites. D'accord? Au niveau cutané, nous avons les brûlures, les lésions cutanées sointantes, le coup de chaleur, et les pertes sanguines, isotoniques toujours, c'est les hémorragies. Par contre, au niveau de la déshydratation hypotonique, où les pertes sont hypertoniques, ça veut dire que le sodium est plus important que l'eau, et donc le milieu extracellulaire va devenir hypotonique par rapport au milieu intracellulaire. Là, ça va dépendre du dosage du sodium urinaire, parce qu'il y a une perte en sodium très importante. Donc si cette perte de sodium urinaire, elle est augmentée, c'est-à-dire on fait le dosage
du sodium urinaire. Si le sodium urinaire est augmenté au niveau rénal, au niveau urinaire, donc ça doit être des causes rénales, comme l'utilisation des diurétiques, les néphropathies avec perte de sel, les hypoadrénocorticismes ou bien ce qu'on appelle communément la maladie d'Addison, la maladie d'Addison. Ça, c'est dans le cas où le sodium urinaire est augmenté. Lorsqu'il est diminué, là, on dit que les causes sont extra-rénales. Et donc, les causes extra-rénales peuvent être soit digestives, soit cutanées, soit acides, péritonites, uropéritoines. Donc, les trois phénomènes se caractérisent par une augmentation du sodium intrapéritonéal. Et là, on va essayer de détailler par la suite lorsqu'on va aborder ce type de pathologie. Voilà. Donc, sans tarder, commençons maintenant avec la déshydratation extracellulaire. On va essayer de voir maintenant plus en détail la déshydratation extracellulaire. Donc, la déshydratation extracellulaire, comme on avait dit, elle peut être soit isotonique, soit hypotonique. Là, lorsqu'on va parler du milieu extracellulaire. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit la tonicité du milieu extracellulaire et les pertes. Donc, l'isotonique, les pertes sont isotoniques. D'accord? Pour la déshydratation hypotonique, extracellulaire hypotonique, les pertes sont hypertoniques. Donc, il faut toujours avoir dans l'esprit la notion de milieu et la notion de perte. Si les pertes sont hypertoniques, le milieu, il est hypotonique. Si les pertes sont hypotoniques, le milieu est hypertonique. Si les pertes sont isotoniques, le milieu est ésotonique. Toujours, on raisonne par rapport au milieu extracellulaire. Ça veut dire qu'une déshydratation extracellulaire, elle peut être accompagnée soit de pertes isotoniques, soit de pertes hypertoniques. Maintenant, on va essayer de voir quels sont, donc en petit a, nous allons voir les fuites isotoniques. Quelles sont les causes qui entraînent les fuites isotoniques? Qu'est-ce que ça veut dire les fuites isotoniques? Ça veut dire que c'est des pertes en sodium et que l'eau suit ce cation systématiquement. Et là, on aura la notion au niveau des pertes de sodium égale à l'eau. Quelles sont ces fuites isotoniques qui peuvent être à l'intérieur, qui peuvent entraîner des problèmes de déshydratation extracellulaire? Alors, elles peuvent être soit rénales, d'accord, soit rénales. Donc, rénale, lors d'insuffisance rénale chronique. Effectivement, lors d'insuffisance rénale chronique, nous avons une diurèse, donc une diurèse qui est caractérisée par du sodium et de l'eau en quantité équivalente. D'accord? En quantité équivalente. Deuxième pathologie susceptible d'entraîner aussi des fuites isotoniques, c'est la polyurie des levées d'obstacles ou de la phase de guérison des insuffisances rénales aiguës. Alors, lors du levé d'obstacles, donc les obstacles sont rencontrés. Donc, je cherche la feuille. Donc, les obstacles au niveau urinaire
c'est ce qu'on appelle communément les lithiases. Les lithiases. Donc les lithiases qui peuvent être soit urétrales ou vésicales. C'est le plus important. C'est les deux localisations les plus importantes. Donc lors de lithiase et lorsqu'on va régler le problème de ces obstacles, il y a automatiquement une polyurie, ce qu'on appelle une polyurie post-obstructive qui va s'installer. Une polyurie post-obstructive qui va s'installer. Cette polyurie est caractérisée par quoi? Par une quantité de sodium et d'eau qui va sortir en dehors donc de l'organisme, donc de l'eau et du sodium qui va sortir en dehors de l'organisme à des proportions équivalentes, c'est-à-dire sodium égale eau. Et c'est pour cette raison qu'on parle de perte isotonique. Isotonique. D'accord? Isotonique. La même étiologie peut être rencontrée lors de polyurie post-IRA. Ça veut dire post-insuffisance rénale aiguë. Et lors de la phase de guérison de l'IRA, il y a une polyurie qui va s'installer. C'est une forme de compensation. Parce que lors de l'insuffisance rénale aiguë, nous avons un syndrome oligo-anurique qui va s'installer. Et donc l'organisme, pour essayer de régler ce problème d'oligo-anurique en phase de guérison, il développe une, comme on pourrait le qualifier, de polyurie compensatrice. D'accord? Et lors de cette polyurie, nous avons une natriurèse avec de l'eau qui est équivalente. Donc sodium et l'eau en quantité équivalente, c'est des pertes isotoniques. Donc nous avons vu les obstacles ou ce qu'on appelle la polyurie post-obstructive lors de lithiase, essentiellement chez le chat et chez les ovins. Ce sont les deux espèces où on retrouve beaucoup de lithiase rénale, Et autre chose, donc la polyurie post-IRA, post-insuffisance rénale aiguë, comme une polyurie compensatrice, où nous avons du sodium et de l'eau qui est des pertes isotoniques. D'accord? Des pertes isotoniques. Ça, en ce qui concerne maintenant les pertes rénales. Toujours dans les pertes rénales isotoniques, nous avons l'utilisation des diurétiques. L'utilisation des diurétiques. Et plus exactement, les salidiurétiques. Les salidiurétiques, exemple, comme le furosémide. Donc le furosémide, c'est un salidiurétique. Pourquoi on l'appelle salidiurétique? Parce que c'est un diurétique qui permet une excrétion de sodium au niveau rénal. Et donc le sodium sort au niveau rénal, il est suivi automatiquement par de l'eau en quantité équivalente, ce qui va nous donner une déshydratation de type isotonique, des pertes isotoniques au niveau rénal. D'accord? Au niveau rénal. Maintenant, sur le plan digestif, c'est-à-dire, c'est des pertes isotoniques, sodium égale à eau, mais d'origine digestive. Donc, nous avons terminé avec le rénal.
Sur le plan digestif, nous avons donc les vomissements, les diarrhées, les occlusions et les pancréatites. Alors, les occlusions et les pancréatites, ce sont deux pathologies qui sont caractérisées par des signes majeurs. L'occlusion et la pancréatite, c'est surtout les vomissements. Les vomissements. D'accord? Donc, on revient vers la première étiologie digestive, sont les vomissements. Donc, lors de vomissements, lors de diarrhée, lors d'occlusion ou de pancréatite, nous avons une perte de sodium et d'eau. Donc, à une proportion équivalente, ce qui va donner des pertes digestives isotoniques. Des pertes digestives isotoniques. Autre perte isotonique toujours capable d'entraîner une déshydratation de type extracellulaire, nous avons les pertes cutanées. Nous avons les pertes cutanées. Donc, dans les pertes cutanées, nous avons les coups de chaleur. Alors, les coups de chaleur. Les coups de chaleur, c'est quoi? Le coup de chaleur à ne pas confondre avec... donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu plus en détail. Alors, le coup de chaleur, voilà, donc, le coup de chaleur, hein, coup de chaleur, donc à ne pas confondre avec la fièvre, hein. Coup de chaleur, c'est une chose, la fièvre, c'est une chose. La fièvre, elle est d'origine pyrogène, exogène, avec une perturbation du thermostat hypothalamique. Hypothalamique. Par contre, le coup de chaleur, c'est les capacités de régulation de l'hyperthermie, hein, l'hyperthermie qui sont dépassées. Donc, lors de coups de chaleur, il n'y a pas de dérèglement du thermostat hypothalamique. Mais il y a des capacités qui sont dépassées suite à une augmentation de la température centrale suite à plusieurs étiologies. Lors de coups de chaleur, qu'est-ce qu'il y a? On aura une perte en eau et en sodium au niveau cutané par sudation pour les animaux qui en possèdent. C'est par exemple le cheval, les bovins et ainsi de suite. Mais par contre pour le chien, nous avons une perte en eau et en sodium au niveau de la salive. Parce que le chien va utiliser non pas la sudation pour éliminer l'excès de chaleur, mais il va utiliser ce qu'on appelle la polypnée thermique. D'accord? La polypnée thermique. Et la polypnée thermique va utiliser comme véhiculant la salive. C'est pour cette raison que après un épisode de polypnée thermique, le chien va avoir une tendance vers la soif. D'accord? Vers la soif. Très bien. Vers la soif. D'accord? Ça, c'est pour l'explication de coup de chaleur. Coup de chaleur qui entraîne automatiquement des pertes cutanées en eau et en sodium en proportion équivalente. Ou bien, la même chose, on peut avoir aussi des lésions exsudatives de la peau. D'accord? Les lésions exsudatives de la peau. Exsudative, ça veut dire exsudat. Et l'inflammation, soit suite à des phénomènes de brûlure, ou bien les dermites suintantes. Donc, lors de brûlure, nous avons une perte isotonique de liquide, donc l'eau et le sodium en quantité équivalente. C'est le cas aussi des dermites suintantes. Les dermites suintantes, on peut les avoir lors de pathologies bactériennes ou bien parasitaires essentiellement de la peau.
parasitaire de la peau. Autre cause aussi qui entraîne une perte isotonique, c'est les pertes sanguines. Les pertes sanguines, c'est la fameuse hémorragie. Lors d'hémorragie, nous avons une perte aussi qui est de type isotonique. Isotonique, ça veut dire que l'eau égale sodium. D'accord? L'eau égale sodium. Voilà donc un petit peu tout ce qui concerne la déshydratation extracellulaire isotonique. Passons maintenant à la déshydratation extracellulaire hypotonique où les pertes sont hypertoniques. Donc les pertes sont hypertoniques les pertes sont hypertoniques, ça veut dire que la quantité de sodium va être supérieure à la quantité d'eau. Et là, on parle de pertes hypertoniques, ce qui va laisser le milieu extracellulaire en hypotonicité, parce qu'il va perdre beaucoup de sodium par rapport à l'eau. D'accord? Par rapport à l'eau. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un dosage très important qui permet de nous orienter vers l'étiologie probable de cette déshydratation extracellulaire hypotonique, hein, avec des pertes hypertoniques. C'est le dosage de la quantité de sodium éliminée dans les urines. Donc on va doser. Donc ça c'est le dosage de la quantité de sodium éliminée dans les urines, si elle est augmentée, si on trouve une natriurèse augmentée. Donc, on va conclure que la cause est rénale. La cause est rénale. Alors, la cause est rénale, suite à quoi? Suite à l'utilisation de diurétiques. Et là, certains diurétiques ils entraînent une augmentation de la natriurèse, hein? Augmentation de la natriurèse, ça veut dire le sodium urinaire. Donc, ils permettent soit une élimination accrue, soit une non-réabsorption du sodium à partir du rein. Ou nous avons aussi les néphropathies, avec une fuite de sodium plus importante. D'accord, les néphropathies, tout ce qui est les pathologies du néphron. Et on sait l'utilité ou le rôle du néphron dans l'homéostasie de l'équilibre sodique, de l'équilibre sodium. Donc, en cas de néphropathie, cette capacité de réabsorption est altérée, ce qui va entraîner automatiquement une fuite de sodium au niveau urinaire. Ou bien, nous avons une troisième cause, toujours dans le rénal, c'est l'hypoadrénocorticisme, ou ce qu'on appelle communément la maladie d'Addison. Alors, c'est quoi cette hypoadrénocorticisme? Alors, comme son nom l'indique, nous avons l'hypo qui veut dire diminution de l'activité. D'accord? Diminution de l'activité. Adrénocorticisme, ça veut dire c'est la glande qui est responsable de la sécrétion de glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes. Corticoïdes. D'accord? Dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est surtout les minéralocorticoïdes. Les minéralocorticoïdes, le minéralocorticoïde le plus important, c'est l'aldostérone. Et l'aldostérone a un rôle très important dans la réabsorption du sodium. D'accord? Donc, dans le cas d'une hypoadrénocorticisme ou d'un hypoadrénocorticisme, nous allons avoir une diminution de l'activité de l'aldostérone.
Et s'il y a une diminution de l'activité de l'aldostérone, il y a une diminution de la réabsorption du sodium. S'il y a une diminution de la réabsorption du sodium, le sodium va se retrouver au niveau urinaire. D'accord? Au niveau urinaire. Donc, il va donner des pertes hypertoniques. D'accord? Des pertes hypertoniques qui sont au niveau urinaire. D'accord? Des pertes hypertoniques au niveau urinaire. Hein? C'est pour cette raison que l'hypoadrénocorticisme fait partie des étiologies capables de provoquer une élimination avec natriurèse augmentée. C'est-à-dire que si on fait le dosage lors d'un hypoadrénocorticisme, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une natriurèse très élevée. Une natriurèse très élevée, suite à quoi? Suite à l'inhibition ou le ralentissement de l'activité de l'aldostérone, suite à cet hypoadrénocorticisme. Hypoadrénocorticisme. Voilà. Maintenant, si on retrouve que la natriurèse, si elle est diminuée, donc si on fait le dosage, et là on va voir une natriurèse diminuée hein, par rapport à la physiologique, on va conclure que la cause est extra-rénale. Et là, on revient vers toutes les causes, donc les gastro-intestinales, à savoir les vomissements et les diarrhées, les cutanés. Alors, l'acide c'est quoi? C'est la présence de liquide au niveau abdominal. D'accord? Au niveau abdominal, donc c'est l'acide. La péritonite, qui est l'inflammation du péritoine. Et l'uropéritoine. L'uropéritoine, c'est quoi? C'est généralement une pathologie secondaire à une rupture de la vessie. Alors, ces trois étiologies, pourquoi elles entraînent des pertes hypertoniques où le sodium est augmenté par rapport à l'eau. Alors là, on va essayer de schématiser tout ça. Donc, tout se passe au niveau abdominal. Alors, au niveau abdominal, qu'est-ce qu'on aura? C'est très schématique, hein? Très schématique, on va essayer de voir. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une barrière qui est le péritoine. D'accord? Ça, c'est la cavité abdominale. D'accord? Ça, c'est la cavité abdominale. Ça, c'est le péritoine. Et tout ça, c'est le vaisseau. C'est le vaisseau. Donc, les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins. D'accord? Les vaisseaux sanguins. Lors d'un uropéritoine, par exemple, d'un uropéritoine, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence? On va avoir de l'urine au niveau de la cavité abdominale. Cette urine, elle est pauvre en sodium. D'accord? Elle est pauvre en sodium. Donc, elle est pauvre en sodium par rapport au milieu vasculaire. Donc, par phénomène de diffusion, la loi de la diffusion, s'il y a une barrière perméable aux ions, les ions vont se déplacer de milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. C'est l'inverse de l'osmose. Et là, puisque le sodium
il est en petite quantité par rapport au vaisseau, où il y a la concentration de sodium qui est plus importante. Donc le sodium va se déplacer du milieu vasculaire vers le milieu abdominal, en passant bien sûr par le milieu interstitiel. Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura des pertes en sodium qui sont plus importantes que les pertes en eau. Hein? Donc, ça va constituer des pertes hypertoniques. Des pertes hypertoniques. Ça, c'est le cas de l'uropéritoine. La même chose lors de l'acide et la péritonite. Donc, le facteur commun entre les trois pathologies, c'est que le péritoine va jouer le rôle d'une membrane perméable aux ions. Perméable aux ions. D'accord? Perméable aux ions. Voilà, en ce qui concerne la déshydratation extracellulaire de type hypotonique, où les pertes sont hypertoniques. Passons maintenant vers la déshydratation intracellulaire. Donc, si on revient vers le fameux schéma, donc la fameuse carte conceptuelle, hein, donc la déshydratation intracellulaire qui est le deuxième trouble selon la classification donc clinique, donc l'intracellulaire, hein, et on avait dit que lors de la déshydratation intracellulaire, l'hyperosmolarité du milieu extracellulaire, ce qui caractérise cette déshydratation intracellulaire, c'est que l'hyperosmolarité du milieu extracellulaire va augmenter sans réduction de son volume. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir une réduction du volume du milieu extracellulaire. On ne va pas avoir de réduction du volume du milieu extracellulaire. Et on avait dit que cette hyperosmolarité, elle était due essentiellement à un gain d'osmole, le plus important étant le sodium. Donc, ce qui caractérise une déshydratation intracellulaire, c'est l'augmentation du sodium extracellulaire. Et on avait dit que lorsque l'osmolarité du milieu extracellulaire va augmenter, l'eau va donc du milieu le moins osmolaire, à savoir le milieu intracellulaire, vers le milieu le plus osmolaire, qui est le milieu extracellulaire. C'est pour cette raison qu'on parle de déshydratation intracellulaire. Donc la cellule va perdre l'eau par phénomène d'osmose qui est dû à une augmentation de l'osmolarité du milieu extracellulaire, qui est dû dans la plus grande partie par un gain de sodium. Maintenant, quelles sont les causes qui peuvent entraîner cette augmentation de la natrémie? Cette augmentation de la natrémie sans réduction de son volume, sans réduction du volume du milieu extracellulaire. Donc nous avons plusieurs pathologies qui peuvent entraîner ce gain d'osmose, hein, donc à savoir une augmentation du sodium. C'est premièrement l'apport excessif de sel. L'apport excessif de sel, l'injection de solutés hypertoniques de sodium aussi, l'injection intraveineuse de bicarbonate pour régler des problèmes d'acidose, l'hyperaldostéronisme et l'hyperadrénocorticisme, ou bien ce qu'on appelle communément le syndrome de Cushing. Maintenant, essayons de voir avec plus de détails comment ces étiologies peuvent-elles entraîner une déshydratation de type intracellulaire. Donc, nous avons dit que la déshydratation intracellulaire, elle était due
à une hyperosmolarité du secteur extracellulaire sans diminution de sa taille. Et là, c'est très important. C'est le facteur qui va faire la différence entre une déshydratation intracellulaire et une déshydratation globale. Donc, elle est due à un gain d'osmole. Quelles sont les étiologies qui peuvent entraîner un gain d'osmole? Donc, premièrement, c'est l'apport excessif de sodium au niveau de l'alimentation. Alors, l'alimentation, dans ce cas, il y a une espèce où on utilise beaucoup de sel dans son alimentation, c'est la vache laitière. La vache laitière, pourquoi? Parce que la vache laitière, elle a un métabolisme au niveau donc de la mamelle qui entraîne un transfert excessif de sodium au niveau de son lait. Et donc, vous allez retrouver pratiquement dans toutes les rations alimentaires concernant la vache laitière un apport en sodium. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? On augmente sans le savoir ou bien c'est des erreurs de calcul où on augmente la quantité de NaCl au niveau de l'alimentation, ce qui va entraîner une forte absorption du sodium au niveau intestinal et donc un gain d'osmose ou un gain d'osmole au niveau du milieu extracellulaire. D'accord? Ou bien c'est des erreurs d'alimentation chez le chien, chez le cheval, Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que cet apport excessif sodé au niveau alimentation est possible. Hein? Donc il faut faire très attention lorsque vous êtes devant des cas d'erreur alimentaire. Le deuxième cas aussi, apport sodé excessif, c'est les lavements salés. Alors, les lavements salés, ils sont utilisés généralement pour les problèmes de constipation chez le cheval et chez le chien. Donc, les lavements salés, où on utilise généralement de l'eau salée hypertonique. C'est pour essayer d'augmenter un petit peu l'osmolarité au niveau intestinal avec un appel d'eau et le ramollissement des fesses. Mais des fois, le lavement est tellement important ou la quantité de sel utilisée dans les lavements est tellement importante que l'intestin, le côlon et le rectum absorbe cette quantité de sodium et donc c'est un gain de sodium au niveau du milieu extracellulaire. Troisième cause, toujours dans l'apport sodé excessif, c'est l'eau de mer. Hein, c'est des animaux, généralement c'est des animaux de compagnie, hein, c'est le chien, surtout la première baignade au niveau donc de la mer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une ingestion accidentelle d'eau de mer. Donc qui contient beaucoup de sodium, absorption au niveau intestinal et estomacal. Ce sodium va se retrouver au niveau du milieu extracellulaire où il va augmenter l'osmolarité du milieu extracellulaire. Donc, l'apport sodé excessif, ça c'est ce qu'on appelle l'intoxication sodée. Autre chose qui peut entraîner aussi l'augmentation de cette osmolarité du milieu extracellulaire, c'est l'injection intraveineuse de solutés hypertoniques. Et là, c'est pour cette raison que toujours on demande, lorsqu'on est obligé d'injecter des solutés hypertoniques, surtout de chlorure de sodium, de faire très attention à la vitesse de perfusion. Donc la vitesse de perfusion doit être, et la quantité aussi, hein, la quantité et la vitesse de perfusion. Donc une injection trop rapide ou une injection d'une grande quantité de soluté hypertonique va faire augmenter l'osmolarité au niveau du milieu extracellulaire sans diminution donc de son volume, ce qui va entraîner une sortie ou une déshydratation intracellulaire.
Autre étiologie susceptible d'entraîner une augmentation du sodium au niveau du milieu extracellulaire, c'est l'injection intraveineuse de bicarbonate de sodium. Alors, dans ce cas, là, on sera obligé de se rappeler un petit peu dans les rappels physiologiques. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait les rappels physiologiques, on avait parlé d'une notion très très importante appelée électroneutralité du milieu. Dans ce cas, c'est le milieu extracellulaire. Alors, pour les gens qui se souviennent. Pour les autres, ils n'ont qu'à faire un tour au niveau des vidéos précédentes, plus exactement dans la vidéo des rappels physiologiques. Et là, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'augmentation d'un cation, donc charge positive, au niveau du milieu extracellulaire, va être automatiquement suivi par quoi? Par une diminution d'un autre cation, d'accord? Diminution d'un autre cation, ou l'acquisition d'un anion, qui est de charge négative. Dans ce cas, c'est l'inverse. Dans ce cas, nous avons du bicarbonate, qui est un anion. L'anion, parmi les anions les plus importants du milieu extracellulaire. Donc, il y a augmentation du bicarbonate par injection intraveineuse de bicarbonate, lorsqu'on veut traiter des problèmes d'acidose métabolique. Lorsqu'on veut traiter des problèmes d'acidose métabolique. Et là, c'est des erreurs de perfusion. Donc, une augmentation d'un anion, charge négative, va être automatiquement suivie par quoi? Soit par une perte en anion, ça, le chlore, ou bien une acquisition, une augmentation du sodium, ou bien les deux phénomènes à la fois. D'accord? Donc, automatiquement, s'il y a une augmentation des bicarbonates au niveau du milieu extracellulaire, est suivi automatiquement par une augmentation des ions sodium. Ça, c'est pour garder l'électroneutralité. Alors, la loi de l'électroneutralité, les plus égale au moins. La somme des cations doit être égale à la somme des anions. Et c'est pour cette raison que l'injection de bicarbonate dans le milieu extracellulaire va automatiquement entraîner une augmentation de la réabsorption du sodium par le rein. Et là, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une augmentation de la natrémie au niveau du milieu extracellulaire, ce qui va entraîner une augmentation de l'osmolarité. Et l'augmentation de l'osmolarité va entraîner une déshydratation de type intracellulaire. Une déshydratation de type intracellulaire. Maintenant, autre pathologie qui peut entraîner aussi une augmentation de l'osmolarité et plus exactement du sodium extracellulaire, c'est l'hyperaldostéronisme. Donc l'hyperaldostéronisme, il est dû à quoi? À une augmentation de l'activité de l'aldostérone, l'activité de l'aldostérone. Et là, quelle que soit l'origine de cet hyperaldostéronisme, qu'il soit primaire, qu'il soit donc d'origine centrale ou d'origine périphérique, l'activité en général de l'aldostérone va augmenter. Et l'aldostérone, quel est le rôle essentiel de cette aldostérone? C'est la réabsorption du sodium. Donc la réabsorption du sodium, ce qui va faire augmenter la natrémie, donc le sodium au niveau du milieu extracellulaire,
entraînant une osmolarité plus importante et entraînant une déshydratation de type intracellulaire. L'hyperadrénocorticisme, et là on avait dit que c'était surtout de l'hyperadrénocorticisme suite à l'augmentation de la production de l'aldostérone et des glucocorticoïdes. Donc on revient vers l'activité très importante de l'aldostérone au niveau de sa fonction, qui est la réabsorption de sodium, qui va augmenter dans le milieu extracellulaire en augmentant l'osmolarité et la déshydratation intracellulaire. Voilà, donc on a terminé avec la déshydratation intracellulaire. Passons maintenant au troisième et dernier type dans la classification des déshydratations. Donc nous avons parlé de déshydratation globale. Globale, ça veut dire c'est une déshydratation du milieu extracellulaire suivie du milieu intracellulaire. C'est pour cette raison qu'on parle de global. Global, ça veut dire extracellulaire et intracellulaire. Et on avait dit que la globale, elle était due à l'hyperosmolarité du milieu extracellulaire. Et là, j'attire votre attention avec réduction de son volume. Réduction de son volume. Donc, dans l'intracellulaire, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit hyperosmolarité du milieu extracellulaire sans réduction de son volume. La globale, là, on va parler d'hyperosmolarité du milieu extracellulaire avec réduction de son volume. Alors, cette hyperosmolarité du milieu extracellulaire avec réduction de son volume peut être due à deux phénomènes essentiels. Le premier phénomène, c'est les pertes en eau pure, donc c'est des pertes en eau pure, ou bien c'est des pertes hypotoniques. Qu'est-ce que ça veut dire des pertes hypotoniques? Ça veut dire que le sodium est inférieur à l'eau, ou bien l'eau est supérieure au sodium au niveau des pertes. Pour les pertes en eau pure, nous allons voir par la suite le diabète insipide, la fièvre et les soifs insatisfaites ou la soif insatisfaite. Pour les pertes hypotoniques, nous allons retrouver les fameux vomissements, diarrhées et les diurèses osmotiques. Les diurèses osmotiques, ça veut dire rencontrées lors de diabète, lors d'insuffisance rénale chronique et lors d'utilisation des diurétiques osmotiques. On va essayer de voir en détail ces étiologies maintenant. D'accord? Maintenant. Voilà, donc les étiologies les plus probables. Hein, les plus probables qui entraînent une déshydratation globale. Une perte en eau pure peut se rencontrer lors des pathologies suivantes. Lors d'un diabète insipide hypophysaire, diabète insipide néphrogénique. On va essayer de voir les notions de diabète insipide. Le diabète insipide. Alors, le diabète insipide, c'est quoi? C'est un défaut d'ADH. ADH, c'est l'antidiurétique hormone. Physiologiquement, l'ADH, son rôle, c'est quoi? C'est la réabsorption active de l'eau au niveau rénal. D'accord? Au niveau rénal. Alors, l'ADH, il faut savoir que l'ADH, elle est produite au niveau de l'hypothalamus et elle est stockée au niveau de l'hypophyse.
D'accord? Au niveau de l'hypophyse. Lorsqu'elle est libérée, l'ADH possède des récepteurs au niveau rénal. Au niveau rénal. D'accord? Au niveau rénal. Lorsqu'elle se fixe au niveau de ces récepteurs, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet une réabsorption d'eau, hein, une réabsorption d'eau par l'activation des aquaporines de type 2. Les aquaporines qui sont des transporteurs d'eau, des transporteurs d'eau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette ADH, elle est sécrétée au niveau hypothalamique, elle est stockée au niveau hypophysaire et elle possède des récepteurs au niveau rénal. Maintenant, si ce défaut d'ADH, il est d'origine centrale, c'est-à-dire hypophysaire ou hypothalamus, on parle d'un défaut d'ADH central ou bien d'un diabète insipide hypophysaire. D'accord? Diabète insipide hypophysaire. Maintenant, si il y a un problème au niveau des récepteurs rénaux, au niveau du néphron, il y a des problèmes de récepteurs d'ADH. Là, on va parler de diabète néphrogène. D'accord? Mais qu'il soit hypophysaire ou néphrogène, nous avons une activité d'ADH qui est diminuée. Et donc, si l'ADH est diminuée, qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence? Une polyurie qui est constituée essentiellement plus d'eau que de sodium. D'accord? Donc, ce qui va nous ramener vers une déshydratation de type global avec une augmentation de l'osmolalité du milieu extracellulaire avec réduction de son volume. Ça, c'est pour le diabète. Le diabète insipide. Autre cause qui peut entraîner aussi une augmentation des pertes de type donc des pertes hypotoniques, c'est la fièvre. La fièvre par phénomène de sudation, où la sueur elle est riche en eau par rapport au sodium. Donc elle va donner donc des pertes en eau supérieures au sodium, c'est des pertes hypotoniques avec une hyperosmolarité du milieu extracellulaire et réduction de son volume. Ou bien aussi la soif insatisfaite. La soif insatisfaite, là, c'est soit un manque d'abreuvement, ou bien toutes les pathologies qui empêchent l'animal de boire. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que si la soif est insatisfaite, on va avoir des pertes automatiquement en eau. Et sur le plan milieu extracellulaire, on va retrouver du sodium qui est nettement supérieur à l'eau, ce qui va donner une hyperosmolarité du milieu extracellulaire avec une réduction de son volume. Ça, c'est pour les pertes en eau pure qui peuvent donner un type de déshydratation globale. Maintenant, une perte de liquide hypotonique, hein, ça veut dire que les pertes en eau sont supérieures au sodium, d'accord, en eau supérieure au sodium.
peuvent avoir plusieurs origines. Les vomissements, les diarrhées et les phénomènes de diurèse osmotique. Les diurèses osmotiques, lorsqu'on parle de diurèse osmotique, ça veut dire que c'est des diurèses qui contiennent beaucoup d'eau par rapport au sodium. C'est ce qu'on appelle une diurèse osmotique. Alors, quelles sont les pathologies qui peuvent entraîner ce type de diurèse où l'eau est supérieure au sodium, où il y a une perte d'eau plus importante que le sodium? C'est le diabète sucré. Le diabète sucré. Alors, le diabète sucré, pourquoi? On va essayer de voir ce phénomène rapidement. Alors, lors de diabète sucré, hein? Donc, nous avons appelé ce type de diabète sucré. Pourquoi? Parce que il a une relation avec un défaut d'insuline. Un défaut d'insuline. Et après, on va voir la notion de type 1, de type 2, s'il y a un défaut de fabrication de l'insuline ou bien un défaut dans les récepteurs de l'insuline. Le type 1, c'est le défaut d'insuline majeur. Le type 2, c'est le défaut des récepteurs, le défaut de récepteurs. Le plus important, c'est que lors de diabète sucré, un défaut d'insuline, il y a un phénomène d'hyperglycémie. Hyperglycémie. D'accord? Hyperglycémie. Cette hyperglycémie va entraîner automatiquement un phénomène de glycosurie. Hein? Glycosurie, ça veut dire passage de glucose dans les urines. Alors, le glucose est une molécule osmotiquement active. Le glucose va être automatiquement suivi par de l'eau. C'est la notion de diurèse osmotique. Notion de diurèse osmotique. D'accord? Diurèse osmotique. Toujours dans les diurèses osmotiques, nous avons aussi l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, pourquoi? Parce que l'insuffisance rénale chronique va se caractériser par un syndrome polyuro-polydipsie et à un certain moment, surtout dans les phases d'intoxication cérébrale, cette polydipsie ne va plus être présente et nous allons avoir une polyurie avec des urines osmotiques. Des urines osmotiques, ça veut dire une polyurie où l'eau est supérieure au sodium excrété. Sodium excrété, ce qui va donner une perte liquidienne hypotonique qui peut être à l'origine d'une déshydratation globale avec une augmentation de l'osmolarité du milieu extracellulaire, entraînant une déshydratation de type intracellulaire. Ou bien l'utilisation de diurétiques. Dans ce cas, ce n'est plus les salides diurétiques, mais ce sont les diurétiques osmotiques. Les diurétiques osmotiques. Les diurétiques osmotiques. Alors, les diurétiques osmotiques, ce sont des diurétiques qui entraînent une élimination accrue d'eau par la voie urinaire. Le plus utilisé, le plus important diurétique osmotique utilisé en médecine vétérinaire, c'est le mannitol. C'est le mannitol. Donc, il est utilisé généralement pour régler des problèmes d'hypertension intracrâniale. Il est utilisé dans les problèmes de glaucome et ainsi de suite. Donc, son utilité, elle est pour provoquer une diurèse osmotique. Une diurèse où il y a une fuite d'eau supérieure au sodium. Autres causes aussi qui peuvent entraîner une perte de liquide hypotonique, c'est les solutés injectées par voie intraveineuse. Pratiquement toutes les solutés injectées par voie intraveineuse
sont suivis par une diurèse osmotique. Ça veut dire l'eau supérieure au sodium dans les pertes. Voilà, donc nous avons terminé avec les étiologies les plus probables. Les étiologies les plus probables. On va essayer de voir ce tableau récapitulatif. Donc c'est un tableau très très intéressant. Je vais essayer de vous le donner dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc déshydratation. Donc première déshydratation, c'est l'extracellulaire. Hein, c'est l'extracellulaire. Donc c'est des pertes isotoniques. Les pertes isotoniques peuvent être soit d'origine rénale, l'utilisation des diurétiques salés diurétiques, l'insuffisance rénale, les polyuries, des levées d'obstacles lors de lithiase et les phases de guérison de l'insuffisance rénale aiguë. L'origine digestive, c'est les vomissements, les diarrhées, les occlusions et les pancréatites. Les d'origine cutanée, c'est les brûlures, les lésions cutanées sointantes et le coup de chaleur. Les sanguines, c'est l'hémorragie. Deuxième type de déshydratation, c'est les déshydratations avec des pertes hypertoniques. C'est où le milieu il est hypotonique. Là, c'est le dosage du sodium qui va être déterminant dans l'étiologie. Si le dosage est augmenté, nous allons avoir donc des causes rénales, l'utilisation des diurétiques, les néphropathies avec des pertes en sel et l'hypoadrénocorticisme ou bien appelée maladie d'Addison. Si le sodium urinaire est diminué, nous allons penser toujours à des causes extra-rénales, donc digestifs ou cutanées, les acides, les péritonites et l'uropéritoine. Ces trois sont caractérisés par une augmentation du sodium intrapéritonéal et donc le péritoine qui va jouer la membrane perméable aux ions. Deuxième type de déshydratation, donc c'est la déshydratation intracellulaire, donc deuxième, intracellulaire, qui est caractérisée par une hyperosmolarité du milieu extracellulaire sans réduction de son volume. Donc je vous invite toujours à retenir que la déshydratation intracellulaire, le volume du milieu extracellulaire n'est pas réduit, mais c'est une augmentation de l'osmolarité du milieu extracellulaire. Cette augmentation de l'osmolarité du milieu extracellulaire, elle était due soit à donc milieu extracellulaire augmenté, l'osmolarité, et donc l'apport excessif de sel pouvait entraîner cette hyperosmolarité du milieu extracellulaire, et on avait parlé de l'origine alimentaire, qu'il faut faire très attention. Donc on avait parlé de l'origine alimentaire, l'origine donc grâce à l'utilisation des lavements salés pour régler des problèmes de coprostase chez les chevaux et chez les chiens, ou bien c'est l'intoxication par l'eau de mer qui contient beaucoup de sodium. Nous avons aussi les injections de solutés hypertoniques. Les solutés hypertoniques entraînaient automatiquement une augmentation de l'osmolarité du milieu extracellulaire, surtout si elles sont injectées en grande quantité ou rapidement. Les injections intraveineuses de bicarbonate, et là on avait parlé de problèmes d'électroneutralité du milieu extracellulaire. Et donc s'il y a une augmentation du bicarbonate, ça va être suivi automatiquement par une augmentation du sodium extracellulaire. Hein. L'hyperaldostéronisme et l'hyperadrénocorticisme, qui est la maladie de Cushing, ou syndrome de Cushing, donc, qui sont tous les deux caractérisés par une augmentation dans l'activité de l'aldostérone. Hein, l'aldostérone, et donc une réabsorption active du sodium
par voie rénale, ce qui va augmenter le taux de natrémie au niveau sanguin et au niveau du milieu extracellulaire, ce qui va augmenter l'osmolarité du milieu extracellulaire. Troisième type, toujours dans les déshydratations, donc la classification, donc c'était la globale. La globale, c'est le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire qui vont être intéressés par cette déshydratation. Elle était caractérisée par quoi? Par une hyperosmolarité du milieu extracellulaire avec réduction de son volume. Hein, vous voyez, donc, qui fait la différence entre l'intracellulaire et la globale. La globale, il y a une réduction du volume. Donc, il y a des pertes du volume du milieu extracellulaire. Alors, les pertes pouvaient être soit en eau pure, soit des pertes hypotoniques. Des pertes hypotoniques, ça veut dire sodium supérieur à l'eau. Ça veut dire sodium inférieur à l'eau, pardon, l'eau supérieure au sodium. Donc, les pertes en eau pure pouvaient être la caractéristique du diabète insipide. Donc, le diabète insipide, qu'il soit néphrogénique ou hypophysaire, était caractérisé par un défaut d'ADH. Un défaut d'ADH. Et donc, un défaut d'ADH va entraîner automatiquement une réduction dans la réabsorption de l'eau, une fuite hydrique au niveau rénal. La fièvre aussi pouvait entraîner des pertes en eau pure par phénomène de sudation, ou bien la soif insatisfaite. Donc c'est un défaut d'abreuvement. Pour les pertes hypotoniques, c'était donc les vomissements, les diarrhées et les diurèses osmotiques. Les diurèses osmotiques, on avait vu que le diabète sucré, qu'il soit de type 1 ou de type 2, était caractérisé par une hyperglycémie et une glycosurie secondaire. Qui dit glycosurie dit automatiquement que le glucose qui était éliminé par voie rénale était suivi systématiquement par de l'eau. L'insuffisance rénale chronique, aussi, elle était caractérisée par une diurèse de type osmotique. Et en dernier, c'était l'utilisation des diurétiques osmotiques type mannitol, qui donc était responsable d'une fuite en eau très importante. J'espère que j'ai été clair. Au prochain cours, Inch'Allah, je vous donne un rendez-vous. Merci et à très bientôt.